Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais lire en fait la longue lettre que j'avais fait sur le Substack. Mais beaucoup de personnes me disent que c'est compliqué parce que c'est long à lire, ils n'ont plus l'habitude, ils n'ont pas le courage et ils préfèrent l'entendre directement de ma bouche. Donc ça va être une lecture d'environ 20 minutes, une demi-heure. Avant, je vais également rappeler, puisque je le fais, mais parfois pas assez clairement, manifestement, que je propose des miels vraiment magnifiques. Là, il s'agit d'un miel, c'est une crème aux noix, formidable. Des miels qui sont faits par véritablement des druides. Là, c'est un miel au tournesol. Donc, tous les gens qui goûtent ces miels me disent qu'ils sont extraordinaires. Et je les présente lors de rendez-vous les yeux dans les yeux ou pendant mes conférences. Donc, ça, c'est un miel d'acacia qui a véritablement une couleur d'or. J'ai déjà beaucoup parlé dans pas mal de mes capsules du miel, donc je vous invite à les regarder et j'en referai évidemment d'autres. Là, c'est un miel de châtaignier et donc chaque miel, c'est une couleur, un goût, une texture, des qualités qui sont très différentes et qui viennent de la nature et évidemment du miracle des abeilles. Donc, je serais ravi de vous en parler, je serais ravi de vous communiquer des éléments là-dessus. Ce que je faisais aussi souvent dans les vidéos, c'est que je vous montrais les lectures, un peu les livres qui me passaient entre les mains et que je lis ou je survole régulièrement. Donc là, eh bien, un grand classique, hein, les Fables de La Fontaine. Et je pense que c'est toujours autant d'actualité. Je vous invite vraiment à voir La mort et le mourant, etc. à lire et à relire en permanence. Alors également, j'ai repris des bouquins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc l'idée de pèlerinage. Pourquoi je montre ça? Parce que j'aimerais bien constituer un groupe d'une dizaine de personnes qui auraient envie de faire ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle pendant une période qui est relativement chaude, mais qui est calme dans mon emploi du temps, c'est-à-dire la période de deuxième quinzaine d'août et tout début septembre. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, merci de le signaler. Et je serais ravi de constituer une petite équipée pour faire tout ou partie de ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors parfois, il y a des personnes qui préfèrent faire ça entièrement seules. Et moi, l'idée, c'est de le faire en groupe et d'échanger au fur et à mesure sur les impressions. Ça ne veut pas dire être tout le temps ensemble, c'est à voir. Peut-être des journées de marche où chacun irait un peu à son rythme, se retrouver, discuter, parfois se laisser distancer les uns par les autres pendant quelques jours et se retrouver un peu plus loin. Je ne sais pas, à méditer. J'ai également retrouvé ce numéro que je vais relire de la revue des Deux Mondes sur Simone Veil avec un W, à pas confondre avec Simone Veil avec un V. Pas du tout la même chose. Évidemment, cette Simone Veil n'aura véritablement pas de possibilité d'être son nom sur un porte-avions. Alors, je suis pas forcément fan de cette revue, mais le personnage de Simone Veil m'intéresse et donc voilà. Un autre livre dans lequel je vais me replonger, Gog et Magog, et parce que j'ai l'impression qu'on est en plein dedans ou dans quelque chose qui pourrait y ressembler. Donc, je vous en reparlerai. Et un autre bouquin, je vous ai montré il y a quelques temps sur X des images du Papus, puisque j'ai la chance d'avoir un exemplaire ancien. Alors pas une édition originale, mais une édition originale de la version revue. Et bien là, c'est un bouquin sur l'alchimie et la mystique. Donc voilà, pareil, c'est toujours fascinant d'ouvrir, quelle que soit la page, le serpent, le retour, l'androgyne, la trinité, la résurrection, etc. Bref, tout ça est passionnant. Et puis, ça nous rend plus modestes, en fait. On a l'impression d'être intelligent aujourd'hui et qu'avant, les gens étaient incultes, etc. C'est pas du tout ça. C'est même
largement différent. Mais revenons au sujet, donc la lecture de cette lettre. Alors depuis des années, et à nouveau depuis des semaines, j'essaye de faire comprendre que les agissements de Macron dépassent l'entendement. Il ne peut s'agir d'un humain au sens classique du terme. Alors ceux qui me connaissent ont déjà vu mes vidéos sur le portrait officiel, mais aussi sur les 1000 détails qui illustrent qui il est ou qui il a envie de nous dire qu'il est. Et d'ailleurs, c'est plus important d'ailleurs de savoir ce que lui a en tête et veut faire passer comme message que nos certitudes, dont certains pensent qu'il est idiot, d'autres qu'il est très intelligent, d'autres qu'il est un pantin, d'autres que... Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vous invite à regarder les vidéos, c'est véritablement édifiant. C'est comme s'il était envoûté, pas que par son binôme, Brigitte ou Jean-Michel, mais plutôt, comme il le dit lui-même, par une forme de transcendance. Est-ce lié à l'usage de la drogue, la poudre blanche, ou à quelque chose du type MK Ultra, voire même, est-ce que cela relève de l'eschatologie? Est-ce qu'il serait l'antéchrist? C'est une question qui reste ouverte et qui est même quasiment à laquelle il y a quasiment une réponse quand vous regardez ma vidéo. J'ai mon idée, mais toutes les pistes sont ouvertes. En revanche, ce n'est pas parce que je le considère comme infiniment dangereux pour les Français et finalement l'humanité entière que je ne vais pas m'exprimer sur d'autres dangers parmi les personnages politiques actuels qui pourraient, selon certains, former des barrages contre lui. D'autant que je ne le sous-estime pas, surtout pas sa capacité d'anticipation, ni son côté pyromane et pompier, pyromane. On connaît tous ce qui s'est passé avec Notre-Dame de Paris et je vous invite à y repenser régulièrement parce qu'on n'en parle pas assez de toutes ces choses-là. On parle beaucoup des injections, on parle beaucoup d'énormément de choses, mais dès que ça touche à l'eschatologie, on n'en parle pas assez. Alors qu'il est très vraisemblable d'ailleurs que dans la stratégie du vaccin, il y ait quelque chose de beaucoup plus eschatologique que ce qu'on imagine. Déjà, la volonté de reprogrammer l'humain, donc en quelque sorte de se prendre pour un dieu, que l'homme se prenne pour un dieu qui est capable de changer l'ADN, de changer le fonctionnement même du corps humain, devrait nous inquiéter bien plus que l'idée qu'il y ait des effets secondaires, etc. C'est ce qui nous pourrait inquiéter, c'est que ce sont des gens qui se prennent pour des apprentis sorciers, comme le disait si bien Orion Coe dans le titre d'un de ses bouquins. Mais là, c'est pire. En fait, c'est des gens qui se prennent pour le diable et tout simplement, ils en sont les adorateurs, ils se prennent pour lui. Et c'est ça qui est très inquiétant. Donc Poutine s'est contenté de parler de vampires. Je pense qu'il parle des mêmes personnes. Il y a de fausses bonnes solutions qui sont proposées ou qui sont évoquées, mais elles peuvent s'avérer faire partie du piège. Et c'est ce que je pense très largement de Bardella. Et je pense d'ailleurs que le RN le découvrira à un moment ou à un autre, parce que quelqu'un qui est aussi dissimulateur de sa vraie nature, quelqu'un qui, comme ses coachs le disaient, ne s'intéressait pas du tout à l'actualité, comme ça ne perturbait pas sa capacité à répéter et à être un fidèle serviteur des éléments de langage. Donc on est déjà avec un robot, quelqu'un qui accepte que pour faire carrière en politique et dans un parti, il doit être un soldat. Il n'a pas le droit d'avoir sa propre opinion, il n'a pas le droit d'avoir sa propre éducation, il n'a pas le droit d'avoir sa propre curiosité. L'important, c'est qu'il répète les éléments de langage et qu'il fasse un bon sourire pour dire bonjour. J'ai mis ça dans une autre vidéo et je compléterai au fur et à mesure parce que c'est édifiant quand on creuse le personnage. Bref, le mal... Peut-être que c'est le piège qui est tendu et qui est comme un crabe. Vous voulez m'éviter, vous allez promouvoir quelqu'un qui fait partie de mon piège.
et il attend que de nous convaincre, encore une fois, plus habilement que la précédente. Donc je pense que le piège de Macron, mais comme je l'ai dit immédiatement à l'annonce de la dissolution, mais que je dis depuis 2017 et bien avant pour ceux qui me suivent, il est extrêmement dangereux. Le mal est également présent dans un moindre mal, il ne faut pas l'oublier. Il ne peut pas y avoir d'excuses envers ceux qui disent espérer se débarrasser d'un pire mal en pactisant avec un mal absolument certain lui aussi. D'ailleurs, ça fait penser aux Américains qui créent les terroristes d'ISIS ou de Daesh, c'est-à-dire du terrorisme radical sur commande, pour lutter contre des dictateurs ex-amis. Donc les Syriens, les Libyens, les Irakiens, tous savent très bien ce que j'évoque, mais les Russes sont également en train à nouveau de le découvrir. Également tous les attentats sous faux drapeaux retentissants aux quatre coins du monde, mais en général que dans un certain type de démocratie dans lesquelles il faut installer la peur et proposer des solutions, c'est-à-dire pour plus de sûreté, moins de liberté. Toujours pareil, on se rappelle, après le 11 septembre, le Patriot Act, c'est-à-dire la possibilité de considérer que toute personne, même américaine, peut être un terroriste intérieur dangereux. Et après le 6 janvier, ça avait été la même chose aux États-Unis. Eh bien, en France, après les attentats de Charlie Hebdo, plus de surveillance, moins de liberté, plus de possibilités de ficher, etc. Tout le monde de façon absolument odieuse et le fait du prince, entre guillemets. Donc les attentats sous faux drapeaux qui sont retentissants, mais l'effet boomerang est toujours terrible. Ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas prévoir, on peut faire tous les calculs du monde avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas prévoir. En revanche, le point de vue eschatologique, le point de vue prophétique, là, c'est sûr que c'est autre chose et c'est ce qui permet de comprendre rationnellement peut-être ce qu'on est en train de vivre les uns et les autres et je le développerai dans d'autres vidéos. Ainsi, parmi les effets boomerang, il y a la rupture de la confiance et la censure qui en résulte pour permettre à ceux qui ont le sang sur les mains et les billets dans les poches de durer aussi longtemps que possible dans le mensonge et l'opulence. Puisqu'en réalité, les gens qui ont menti, les gens qui ont triché, on peut évoquer la conquête de l'espace, on peut évoquer le 11 septembre, on peut même s'interroger sur le 7 octobre, etc. Ces gens sont obligés d'aller dans une fuite en avant terrible, de censurer, de liquider, de détruire tous les gens qui oseraient poser des questions. Et on voit d'ailleurs ce qui est arrivé à Assange, à Snowden et à d'autres lanceurs d'alerte qui sont criminalisés et qui sont d'ailleurs, pour pouvoir vivre en liberté et profiter enfin d'une vie normale, obligés d'accepter de se déclarer coupable avec cette fameuse règle du plaider coupable. Voilà. Mais on peut également penser, par rapport à pactiser avec le diable, quelqu'un qui fait pas son coming out et qui fait semblant d'être hétérosexuel pour passer pour le genre classique idéal et plaire aux familles traditionnelles. Mais c'est un mensonge. Et quand vous gagnez sur le mensonge, vous périssez sur le mensonge ou la trahison de ceux qui savent que de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, vous êtes qu'un menteur. Et donc, les gens qui sont comme ça savent que leur fin sera terrible, parce qu'en fait, ils ont tout construit sur le mensonge, et ça, c'est terrible. À l'inverse de quelqu'un, par exemple, ça va vous faire sursauter, comme le chef du Hezbollah, Nasrallah, qui est quelqu'un qui est connu pour ne jamais mentir, exactement comme Donald Trump, exactement comme Xi Jinping, et comme d'autres. Ce sont ces gens qui sont diabolisés, qui sont en réalité des gens qui ne peuvent exister que parce qu'ils disent la vérité et ils agissent en vérité. Ainsi, le compromis avec le mal est un piège, car le mal ne demande qu'à faire son nid dans les esprits, puis à prospérer et conquérir entièrement les esprits par petits pas. C'est d'ailleurs le principe même de la notion de pacte avec le diable. Cela semble acceptable, les avantages semblent dépasser les inconvénients, surtout que les avantages sont en général à très court terme. C'est même le principe du pacte avec le diable. Prends ça,
Mais plus tard, je te demanderai quelque chose que tu n'auras pas le droit de me refuser. On se rappelle tous, dans Le Parrain, cette petite phrase. Non, non, je te demande rien, mais peut-être qu'un jour, je te dirai de faire quelque chose. Et ce jour-là, tu ne devras pas dire non. C'est donc ce principe, cela semble avantage. Les avantages semblent dépasser les inconvénients, mais les inconvénients eux, sont lointains. Et celui qui signe le pacte pense d'ailleurs qu'il pourra les renégocier ensuite. Mais non, on ne renégocie pas un pacte avec le diable, parce que c'est un pacte qui nous détruit nous-mêmes de l'intérieur, qui nous détruit vis-à-vis des gens qui savent qu'on l'a fait, et ça laisse une cicatrice indélébile. Ne croyez pas que le diable est un poisson rouge, peut-être que les électeurs sont des poissons rouges, pas le diable, et il en restera toujours une trace qu'on vous ressortira en temps utile. Regardez où nous en sommes à force d'avoir fait ce genre de pacte. Regardez l'état de la France, regardez l'état de l'Occident, regardez l'état du monde et la difficulté avec laquelle quelqu'un comme Poutine a réussi à redresser en 20 ans la Russie. C'était difficile, mais il a fait ça avec une grande fermeté. Et on voit aujourd'hui la croissance de la Russie, sa capacité à résister à tout l'OTAN sans quasiment d'aide. Mais c'est pareil pour l'Iran, c'est pareil pour la Chine, qui sont les pays de demain. Et d'ailleurs, d'une façon générale, si la France voulait se construire un espoir, elle devrait véritablement s'intéresser aux BRICS, plutôt qu'à l'OTAN, plutôt qu'au sionisme politique, comme le disait Marion Maréchal manifestement dans une conférence. C'est ce que révélait Plancard-Dassac. Vraiment tout, en réalité, aujourd'hui, nous montre ce qui se passe, que ce soit en Argentine, au Mexique, en Angleterre, etc. Il y a vraiment un camp face à l'autre, le bien contre le mal. Et ça va devenir de plus en plus flagrant et frappant. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a le wokisme, LGBT+, la guerre, l'appauvrissement, l'asservissement, rendre les peuples débiles, leur faire manger de la mer, des insectes, les faire culpabiliser, qu'ils aient peur en permanence, etc. C'est totalement monstrueux, incroyable. Bref, le pacte commence toujours à nous séduire de façon banalement anonyme, puis il grandit et se généralise comme un cancer qui métastase. C'était en réalité trop tard dès le début, dès que le pacte, même anodin, commence, on est foutu. Donc essayez d'en prendre de la graine parce que le vote, entre guillemets, fait partie du pacte avec le diable. Vous n'oublierez pas que vous l'avez fait. Et tous ceux qui ont voté Macron le regrettent amèrement, enfin une grande partie, d'autres seront jamais capables de comprendre parce qu'ils n'ont pas signé que ce pacte du vote, ils en ont signé des dizaines. Bref, il faut être cohérent, même si on a le droit de se tromper, on n'a pas le droit de le savoir et de l'accepter, surtout si on le savait avant. Certains me demandent de quelle autorité je m'exprime sur autant de sujets aussi divers que l'énergie, la Russie, les tremblements de terre, les attentats, les LGBT+, le malaise social, l'art contemporain, les grands événements sportifs mondiaux, les petits secrets des grands partis ou les grands secrets des personnages publics influents, mais également le Covid, les injections, le climat ou la finance internationale. Je me l'autorise, car d'une certaine manière, ma vie est celle de Forrest Gump dans le film éponyme. J'ai croisé, vécu, avec ou proche de nombreux grands événements et personnages qui ont marqué de leur empreinte notre époque. Pour ne citer que certains, je peux parler de Jacques Attali, connu de tout le monde, extrêmement diabolisé. Est-ce qu'il mérite ou pas? Long débat que je vais pas avoir dans cette vidéo. L'ex-bassiste de Metallica, Jason Newsted, la drogue, le sexe, les femmes, le diable, tout ça, je pourrais vous en parler parce que j'en ai parlé avec lui pendant des heures et des heures, le showbiz, etc., etc. J'ai été pendant 2 ans son galeriste, donc je peux vraiment en parler. Antoine Bernheim chez Lazare Frères en fusion acquisition, Mandé Duplessis, la légende du rugby chez les Springboks, mais surtout un formidable mari et père de famille qui a œuvré toute sa vie pour son pays, l'Afrique du Sud. Copain de Nelson Mandela, mais également Nicolas Sarkozy, que j'ai croisé à de nombreuses reprises. Shepard Fairey, l'artiste qui est connu pour le portrait Hope
de Obama, mais également le portrait liberté, égalité, fraternité qui était dans le bureau de Macron et qui est également dans le bureau de Bardella et dans lequel il y a plein de symboles ésotériques, Illuminati, maçons, machiavéliques, tout ce que vous voulez. C'est très étonnant et j'en ai parlé avec lui. Encore une fois, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais j'en parlerai dans une autre vidéo sur l'art contemporain. Également, j'ai croisé Paul Allen, John Nordstrom, Damon Mezzacapa, donc des milliardaires américains qui ont façonné l'Amérique contemporaine, en bien ou en mal. À vous de vous faire une opinion. Paul Allen était l'associé de Bill Gates. Pourtant, Paul Allen est quelqu'un qui, de la vie générale, est une bonne personne et qui a essayé toute sa vie d'œuvrer pour le bien. Mais il était associé avec quelqu'un que n'est pas franchement bien. John Nordstrom, hein, c'est le milliardaire de la distribution, c'est les Galeries Lafayette à l'américaine, qui est le beau-frère de quelqu'un qui est vraiment un ami proche. Damon Mezzacapa, qui est celui qui a inventé les produits sophistiqués dans la finance. C'est quelqu'un avec qui je prenais des cafés quasiment tous les jours pendant les 3 années avant sa mort d'un cancer foudroyant. Et c'est des gens qui sont passionnants et passionnés. Leonardo DiCaprio, que j'ai rencontré, parce que il m'avait pris pour Gladiator. Et tellement d'autres illustres, connus et moins connus, mais considérés comme influents, dont Pascal Praud, Didier Lestrade, mon cousin qui a cofondé Act Up, oulala, un autre cousin marié depuis 35 ans avec Billy Boy. Ils vivent dans le Jura suisse, ils ont une fondation là-bas. Bref, je connais assez bien la communauté LGBT+, pour avoir vécu avec à grande proximité depuis que je suis haut comme 3 pommes. Bref, de l'éclectisme et des contradictions apparentes, des rencontres fugaces le temps d'un dîner ou de façon épisodique ou quasi continue sur de nombreuses années. Certains doutent de moi ou me pensent infréquentable pour certaines de mes rencontres professionnelles. Je ne peux pas faire grand-chose de plus que d'expliquer ce que je fais régulièrement. Notre vision des individus est largement contextuelle à nos propres vies, à nos histoires et légendes avec lesquelles certains sont étiquetés, souvent par leurs détracteurs de façon mensongère ou caricaturale. Parfois, on découvre longtemps après que Kadhafi n'était pas ce qu'on nous a dit. Pareil pour Saddam Hussein. Pareil pour Bachar al-Assad. Pareil pour Poutine. Pareil pour Xi Jinping. Pareil pour Ben Salman. Pareil pour Donald Trump. Pareil pour Elon Musk. Et pareil pour Bertrand Scholler. Ah, c'est bon. J'ai pas la prétention de me comparer à ces personnages véritablement fascinants, exceptionnels, etc. Voilà. Donc, notre vision des individus est contextuelle. Chacune de ces personnes que j'ai croisées était comme un livre ouvert pour moi. Ça a été utile et passionnant. Ça m'a structuré. Comme mes parents, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes grands-parents, etc. Mes enfants, tout a été structurant. Même mes ex-femmes. Bref. Chacun de ces personnages a été important. Par ailleurs, l'importance qu'on accorde à ces gens-là est superfétatoire. À l'échelle de l'histoire et de la géographie humaine, les Chinois, par exemple, ignorent l'existence de quasiment toutes les personnes citées précédemment. Les Américains, les Indiens, les Brésiliens également. Ça devrait rendre modeste. Si on considère les choses de façon eschatologique ou historique, vous voyez bien ce que je veux dire. Ces personnes n'ont pas forcément beaucoup d'importance, ce qui n'est pas le cas de Macron, qui a réussi en quelques années à être au centre du monde, mais y compris du grand public. Il est même connu des peuplades du fin fond de l'Amazonie, comme Michael Jackson. Ça vous surprend, mais c'est comme ça. Mais en France, on pense qu'on est seul au monde. En revanche, ce qui nous arrive en France aura une portée mondiale et éternelle. Et je ne parle bien sûr pas des élections. J'évoque ce que prépare le binôme Macron et ses sbires Urbi et Orbi. Pour résumer, une vie est faite de rencontres. Même celles qu'on aimerait ne pas avoir faites nous ont permis de devenir qui nous sommes. Ce n'est pas forcément une réussite. Personnellement, je voudrais dire, comme Edith Piaf,
Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. De ces rencontres et mes très nombreux voyages dans des pays aussi divers que les États-Unis, du nord au sud, de l'est en ouest et réciproquement, le Canada, la Russie, la Syrie, l'Iran, Dubaï et l'Égypte, mais également l'Algérie, le Maroc, de l'Afrique du Sud, la Pologne, la Turquie et la Norvège, en passant par la Suisse et le Danemark, bref, plus de 55 pays, 55. Pour le boulot, les loisirs, j'ai pu voir en personne, ressentir et vivre des choses étonnantes. J'ai observé l'importance de la France et de Paris dans les imaginaires collectifs et individuels, l'inertie de cette réputation envers et contre tout, y compris envers la saleté de Paris, les rats, la pollution de la Seine, la dangerosité de certaines banlieues, mais aussi la main de Thierry Henry ou le coup de boule de Zidane, mais également le discours de Villepin aux Nations Unies en 2001 pour éviter le massacre des Irakiens et la déstabilisation éternelle de cette région du monde qui, il faut dire, était déjà bien mal partie pour plein de raisons. Bref, c'est là-bas que coule le sang de l'économie mondiale, le pétrole, mais également le sang de l'humanité avec le massacre, le génocide des Palestiniens. D'ailleurs, nos présidents successifs français n'ont pas vraiment brillé pour leur diplomatie apaisante. La Libye, la Syrie, l'Arménie, l'Ukraine et maintenant Gaza en garderont des traces ineffaçables. Je ne parle pas de la Yougoslavie plutôt et de tellement d'autres choses. Mais le pire semble à venir avec Macron, dont les déclarations et actes sont à la fois intempestifs mais également explosifs. J'ai aussi, au fil des années, observé comment les opinions se cristallisent et sont dures à changer. Même face aux évidences, les gens sont plus faciles à tromper qu'à aider à reconnaître qu'ils l'ont été. Que les circonstances expliquent bien des choix de vie inattendus, mais également que les cicatrices liées à des disputes, des trahisons, parfois des quiproquos ou de l'exemplarité et du panache dans les relations entre ou avec nos proches ou des inconnus nous façonnent. Finalement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts et flexibles, pas forcément plus fiables et prévoyants. Ça, c'est important de le noter également. Notre architecture humaine ne varie pas beaucoup. Les impacts sont souvent à la marge, mais ils sont justement révélateurs de notre véritable nature. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est d'une certaine manière, la vie nous fait découvrir qui l'on est, N-A-I-T, et également qui l'on est, L'-O-N-E-S-T. Elle ne fait pas de nous qui nous serons. Donc c'est vrai que de plus en plus, je pense que beaucoup de choses sont écrites dans notre ADN, beaucoup de choses peuvent avoir été prophétisées. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais je crois à ça. Notre influence, elle est à la marge, elle est pour les gens qu'on aime, elle est pour soi-même, mais elle n'est pas à l'échelle du monde. Ça, voilà, c'est trop de milliards d'habitants. Soyons modestes, seul celui qui se prend pour l'antéchrist, seuls les gens qui ont atteint un niveau de pouvoir tel qui peuvent influencer la vie de l'humanité croient ça, mais même eux sont entourés de plein de personnes qui peuvent être des petits grains de sable, mais voilà, il y a des choses peut-être qui sont inéluctables. Mais je demande qu'à changer d'avis là-dessus, hein, je vous dis, c'est aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce que je pense sincèrement, voilà, droit dans les yeux. Bref, je pense qu'il y a de l'immuable, de l'intangible qui limite les impacts de l'acquis sur l'inné, sans même parler du prophétique. Néanmoins, les psychologues et sociologues savent que les mêmes causes peuvent produire les mêmes conséquences chez tous les humains ou presque. Ainsi, des études de Milgram, Nash ou H et tant d'autres. Nous sommes lisibles et prévisibles en tant que foule, mais également individus. L'école et les médias participent à ce préconditionnement avec l'apprentissage de l'autorité officielle qui ferait référence et le conformisme qui apaiserait les rapports humains. Et oui, le conformisme, évidemment. C'est à ça que servent les sondages, et pas que. Ainsi, j'ai pu observer sur moi et autour l'influence de la peur sur les actes en écho des plus fragiles et influençables, de l'appât du gain ou de la gloire sur les plus ambitieux ou misérables.
souvent les mêmes, du laisser faire et laisser aller chez les plus médiocres et obséquieux, y compris face à des crimes et délits. J'ai aussi compris au fil du temps l'importance de la foi et d'une éducation humanisme et pas woke, même si c'est plus facile à constater qu'à réaliser soi-même. C'est vrai que c'est difficile de faire et c'est plus facile souvent d'analyser. J'ai vu l'impact de la perversion et de la violence au sein des familles, souvent liées à un sentiment de toute puissance et d'impunité de certains envers leur environnement professionnel et familiaux ou amicaux, que ce soit sexuellement ou financièrement, mais aussi socialement. Cette fameuse idée de classe liée au sentiment d'appartenir à un monde supérieur et intouchable, les castes à l'indienne. J'ai également pu observer avec délice, toujours de l'extérieur, les sociétés secrètes, dont la franc-maçonnerie, ainsi que leurs effets dominos dans les effets en ville, dans les dîners en ville, les comités de direction, les politiques gouvernementales ou les programmes de partis infiltrés. De telles sociétés n'agissent que très rarement dans l'urgence et la précipitation. Elles maîtrisent les temps longs avec des leviers comme la compromission, la collusion, la corruption, le chantage, la tentation, le savoir-faire et être. Et oui, parce qu'en fait, elles savent faire et être, elles savent, vous savez, vous avez parfois face à vous des gens, vous savez que ce sont des truands, des menteurs, des terribles, mais en fait, ils sont tellement doués que vous savez pas comment les prendre, c'est comme des anguilles. Voire même, ils réussissent à vous transformer, vous, en coupable et eux, en victimes. On voit, hein, ça se passe même à l'échelle des pays. Demandez ce qu'en pensent les Gazaouis. Voilà, souvent lié à un sentiment. J'ai également pu, les effets gouvernementaux ou les programmes des partis infiltrés. Les syndicats aussi sont infiltrés. De telles sociétés secrètes n'agissent que très rarement dans l'urgence et la précipitation. Donc ça, c'est ce que j'avais dit. Leur mémoire, leur feuille de route, leur cérémonie, en s'appuyant sur les réseaux, dont des membres dans la police, la magistrature, mais aussi le cinéma et le showbiz, les médias, les syndicats, les ordres professionnels, dont celui des médecins. Bref, j'ai été très haut et également très bas. J'ai dîné avec des présidents de pays, avec des ministres, des ambassadeurs, des milliardaires ou des légendes du sport, de la musique, de l'art contemporain, des aventuriers. Dormi dans des 5 étoiles luxe et parcouru le monde en business ou en première classe. Mais j'ai également dormi au clair de lune pour économiser 50 € d'hôtel que je n'avais pas. J'ai vendu mon temps comme consultant à plusieurs milliers d'euros par jour, hors taxes et frais, mais j'ai également vendu des vieilles casseroles, des petits tableaux et des objets divers et variés sur des vides-greniers sous la pluie ou un soleil caniculaire, à rêver de couvrir les frais et de ne pas tout détruire de mon stock avec lequel je pensais réussir à survivre. Ça nécessiterait plus de développement, mais tout ça c'est vraiment sincère, c'est lié à ma vie familiale, à des choix que j'ai faits, etc. Et des moments où, en apparence, j'étais très bas. Moi, je me sentais jamais très bas puisque c'était toujours mon choix de vie. C'était ma liberté, entre guillemets, et c'était le prix de ma liberté. Cela m'a appris la valeur d'une pièce et que l'on pouvait trouver les moyens honnêtes de traverser les périodes difficiles, surtout si elles ne sont pas trop pénibles et longues. Et là, on a la chance de vivre en France parce qu'en cela, la France est encore, d'une certaine manière, un paradis en déchéance, parce que la tendance n'est pas bonne. Cela m'a aussi permis de rencontrer des manouches, des fripiers, des milliers de personnes qui arpentent de tels lieux pour survivre ou se détendre, pour une pépite d'or, un trésor ou quelques miettes pour manger. Parfois, cette ambiance me manque, mais mon engagement ici, avec vous, mon engagement pour le miel, mon engagement pour Substack, pour X, pour Twitter, pour YouTube, etc. Et les conférences et les rencontres les yeux dans les yeux me laissent peu ou pas de disponibilité ni d'énergie. Et par ailleurs, j'essaie de lire, j'essaie de m'informer, j'essaie de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir être, entre guillemets, en permanence fiable vis-à-vis de vous. Sans fausse pudeur, j'ai vécu avec des princesses, des baronnes, des héritières, milliardaires,
mais aussi avec une fille de concierge, d'enseignants, des artistes, des danseuses, des femmes petites ou grandes, plus ou moins sveltes et aux cheveux très variés, bien que rarement frisés, j'ai réalisé en y pensant. Certaines étaient musulmanes, juives ou bouddhistes, voire orthodoxes, mais le plus souvent chrétiennes ou athées. La religion n'était pas centrale dans mes choix. Une forme de beauté et d'intelligence, si, d'aisance aussi. Et quand je parle d'aisance, je parle d'aisance dans l'élocution, dans la vie de tous les jours, etc. Néanmoins, vite, je dois avouer que j'étais lassé et je reprenais une nouvelle route. Persévérer dans ce domaine n'a jamais été mon fort. Et puis d'ailleurs, à chaque fois que j'essayais de persévérer, c'était un échec. Enfin, de persévérer en m'y forçant. Parce qu'évidemment, si je suis très heureux, j'ai pas besoin de persévérer ni de me forcer. Je l'ai compris tardivement, quand on se cherche soi-même, c'est difficile d'être bien accompagné. Surtout si l'on attire et est attiré pour de mauvaises raisons par des personnes incompatibles. Et incompatibles, ça n'a rien à voir avec très différentes, voire même avec d'immenses différences. Au contraire. L'important, c'est de survivre finalement à ses propres frasques et aternoiements sans laisser trop de dégâts en soi ni derrière soi. Enfant, je me rêvais avec une seule femme. J'espérais vraiment avoir une femme de ma vie pour toute ma vie. C'était très très romantique. Et réciproquement, je voulais aussi être vétérinaire et explorateur. Je suis finalement devenu peut-être un peu explorateur. J'avais été scout d'Europe, enfant de cœur, car j'aimais faire sonner les cloches et ça permettait de bouger pendant la messe ou de construire des cabanes, y compris perchées. Plus tard, j'ai fait des stages ouvriers dans l'industrie automobile en Angleterre à Cannock, pas loin de Manchester. Je vivais à Rugby où est né ce sport. J'ai découvert que toute une vie peut être organisée autour de journées de travail à la chaîne, de pizzas devant la télé avec des canettes de bière bas prix et des cendriers qui se remplissent. Puis, avec les économies de la semaine, finir du vendredi au dimanche en écumant les bars à boire, jouer aux fléchettes et au billard, puis, si possible, assister à un match de foot ou de rugby de son club fétiche, y compris si c'est en 4e division en première ligue. Bref, le week-end semblait servir à oublier la semaine et les vacances à oublier les week-ends et les semaines, à en mourir jeune de toutes sortes de maladies, mais surtout infarctus ou vieillesse à 60-65 ans. Et ça, c'est important, les espérances de vie ne sont pas équitables selon la classe sociale. Mais qui y pense quand le critère pour les retraites, c'est l'âge ou le nombre d'années de cotisation? Par Bardella, si vous l'écoutez. Lui, il est censé s'intéresser aux classes pauvres, mais il comprend rien à leurs problèmes. Et puis d'ailleurs, ça l'intéresse pas. Comment, à 28 ans, et n'ayant jamais travaillé que pour son parti, ou ses membres, peut-il savoir cela? Eux, ces ouvriers, travaillaient comme des robots. Et maintenant, d'ailleurs, ils sont remplacés par des robots. C'était il y a plus de 35 ans. Thatcher était en train de passer par là. Aujourd'hui, les survivants sont livreurs, gardiens, et leurs fils seront certainement soldats. On recrute en ce moment dans ce domaine extrêmement prometteur. D'ailleurs, quand j'y pense, je faisais des rapports de stage bien plus proches de ceux d'un ethnologue que d'un futur chef d'entreprise devenu analyste du temps qui passe et qui se risque à dire de quoi demain pourrait être fait. J'étais fasciné par les comportements humains et un endroit me fascinait bien plus que les autres, les hypermarchés. Plus tard, ce seront les stades, puis les foires professionnelles dans l'art. C'est bien plus mystérieux que cela semble. Par exemple, un supermarché, c'est un hypermarché, une machine incroyable, 30 000 m², 50 000 références, dont plus de 5 000 dans l'alimentaire, dont beaucoup de frais périssables avec des centaines d'employés qui travaillent quasi de jour comme de nuit. Bref, comment avoir fait naître une telle machine qui est devenue incontournable car elle rendait beaucoup de services, personne ne voulant voir tout ce qu'elles allaient détruire, partout jusqu'aux extrémités de leur domaine d'influence. Qu'en pensent rétrospectivement les petits producteurs ou les commerçants de centres de village qui y ont cru au début? Mais on n'arrête pas le progrès, ni les promesses sur le pouvoir d'achat
et ce fameux magasin universel où l'on trouverait tout, même une station d'essence, des bijoux, de l'informatique, des farces et attrapes, sans oublier du bricolage et des fleurs coupées ou en pot, voire en graines, ainsi que des solutions de financement et pas d'endettement, c'est drôle, hein, de financement et endettement, c'est pas pareil, du lard et des biscottes. Depuis, rien n'a changé, les pauvres sont plus pauvres et les hypermarchés ont permis de créer des millionnaires. Un truc lié au ruissellement vers le haut. C'est une sorte de devise type pile je gagne, face vous perdez, mais il reste le ticket à gratter et le numéro chance sur votre facture. N'oubliez pas de revenir vite. Était-ce voulu? Les promoteurs de ce modèle ont-ils accompagné sans le savoir et vouloir toutes les dérives des 50 dernières années qui font que l'agriculture nous propose de manger de la merde, la grande distribution aussi, et d'ailleurs même cette merde est devenue trop chère et il faut aller dans des magasins où on propose de la merde encore pire. Eux disent que non et se pensent d'intérêt public. Je ne pense pas qu'ils le sont. En plus, ils sont les précurseurs des villes de 15 minutes et de bien d'autres choses pour nous asservir. Ils étaient les premiers à mettre des bornes pour contrôler les passes sanitaires. Ils étaient les complices du système. Et en plus, ils nous connaissent comme des rats de laboratoire. Ils savent exactement ce qu'on fait, ce qu'on consomme, comment, quand, etc. Et à quelle sollicitation on ne sait pas résister. Tant ils savent nous conditionner dans nos choix et leurs fréquences. Mais la crise change la donne. Rien ne va plus pour les pauvres qui fuient chez les discounters et soldats, y compris pour le frais. Comme les riches n'y allaient pas et que les classes moyennes sont décimées, on comprend que les centres commerciaux autour des hypermarchés soient abandonnés, fragilisant tout l'écosystème. D'ailleurs, c'est Lidl, le sponsor de l'UEFA 2024. Sans pour autant revitaliser les centres-villes et villages. Un monstre remplace l'autre et l'argent ruisselle vers les suivants, mais toujours pas vers les pauvres. De l'internet ou des entrepôts avec une créativité folle, les soldeurs, les récupérateurs, les brocanteurs en bande organisée. J'ai vu ça dans une émission, c'est-à-dire que les gens, plutôt que d'aller faire la brocante 2 fois le week-end par an, en fait la brocante elle est en permanence. Donc ils apportent leur objet de brocante dans un magasin où il y a une surface, le magasin prend une commission, mais c'est eux qui s'occupent de vendre. Idem dans l'industrie du luxe, qui en porte de plus en plus mal le nom, à force de devoir croître pour plaire au marché financier. Ils ont créé l'obsolescence immédiate et le luxe jetable ou à refourguer à des ringards sous peine de se ringardiser soi-même. Quand on pense que l'idée de luxe c'était de durer loin des modes, on en est loin. Par ailleurs, c'est devenu le marché le plus polluant de la planète ou presque et aussi le plus cynique. Écoutez bien, les égéries de ces maisons qui ont les médias à leur botte font culpabiliser les pauvres de leur bilan carbone atroce. Pire, les mêmes pauvres rêvent pour beaucoup de devenir clients, même pour des gadgets hors de prix. C'est l'art du conditionnement qui a permis d'injecter dans la tête de milliards de zombies pour sauver des vies sans jamais se demander si l'argent n'aurait pas pu servir, donc a permis d'injecter des milliards de zombies, l'argent de ces injections à servir à résoudre les problèmes de la faim, de la soif ou même de l'éducation. Vous imaginez les centaines de milliards. Macron qui est fier d'avoir dépensé 600 milliards pour le Covid. Quelle connerie, quel mensonge, quelle fumisterie. Il ne faut pas déconner, si on réglait ce problème de la malnutrition, de la faim, etc., ou de l'éducation, il n'y aurait plus autant de guerres. Donc pas assez d'armes à vendre et de pubs sur les chaînes d'information en continu. Parce que plus il y a de guerre, plus il y a de morts, plus il y a de machin, plus il y a de gens qui regardent, plus on peut vendre Coca-Cola, McDonald's et autres Renault ou téléphones mobiles. D'ailleurs, on vous demande d'en changer tous les ans. Les mêmes qui vous disent, attention, bilan carbone, machin. Je vous dis pas le bilan carbone de toutes ces choses-là. Bref, ils ont inventé la thermodynamique de l'argent qui ruisselle des pauvres aisés et riches, pour l'instant, vers les très très riches. Jamais l'argent ne ruisselle vers les pauvres. Jamais. La seule chose qui ruisselle sur eux, c'est leur propre sueur de peur ou de labeur. Je vous parlerai à l'occasion de mes passages dans le monde du pétrole, celui du luxe ou de la santé, mais aussi du sport et de l'art contemporain, parce que je parle de ça, parce que je connais de l'intérieur. Comme je ne pense pas que les acteurs de la grande distribution soient partie prenante d'un complot, ou alors celui de la malbouffe accessible à tous à un prix indécent, comme les miels Michaud, ou certains poulets de la Sarthe qui viennent d'Ukraine, où ils ne voyaient aucune graine ni rayon de soleil, mais que des hormones, des antibiotiques,
pour de la merde que sont ces poulets qui est devenu labellisé dans nos rayons. Et les gens voient un label, ils y croient, le truc est minable, ça va faire que les filles à 7 ans, elles auront des seins énormes, etc., que les garçons seront très féminés, parce qu'évidemment c'est des hormones féminines, mais après on s'étonne de beaucoup de choses. Non, 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 les injections, la bouffe, la télé, enfin tout ce qu'on nous fait rentrer par tous les sens, c'est abominable. Et maintenant, on reconnaît l'ingénierie climatique, les chemtrails, les ceci, les cela. Je rappelle au sujet du domaine médical que le milliardaire du pétrole Rockefeller puis ses descendants ont une passion pour les injections de toutes sortes et ont financé en ce sens toutes les académies médicales américaines et les revues ad hoc. Il faut voir aussi que l'origine de la fortune des Rockefeller, c'était un espèce de troubadour qui vendait des fausses huiles, des faux médicaments, des faux machins, de la vraie merde. Et il avait remarqué que ça fidélisait les gens, bizarrement, parce que vous les rendez malades et ils ont encore plus besoin de vos produits en croyant que c'est autre chose qui les a rendus malades. L'avantage en cas de problème trop visible avec ces injections, c'est que contrairement au tabac, ce sont les États qui payent les pots cassés. Les effets secondaires n'inquiètent donc pas, ou si peu, les industriels de l'injection, puisqu'ils s'offrent même des pubs lors du dernier Super Bowl. Incroyable pub Pfizer lors du Super Bowl. Et une longue pub, hein, il faut vraiment la voir, c'est stupéfiant. Une famille de banquiers, les Rothschild, a plus d'effrayer la chronique avec leur immense collection réunie sur plusieurs générations d'insectes et d'animaux suceurs de sang humain. Mais ça s'invente pas quand même, des insectes et des animaux suceurs de sang humain. Ils collectionnent ça. Donc on réentendra bientôt parler des puces de lit, des machins, etc. Des vampires. Un lien avec les Khazars. Les fameux boucliers rouges, les Rothschild. Ça ne peut être que des coïncidences, évidemment. Et maintenant, même si les Khazars étaient connus pour l'appétit du sang humain, être des vampires, enfin bref. Les Rothschild, quand même, c'est fou d'avoir collectionné ça et d'en être fier, puisqu'il y a des longues émissions, des longs reportages, alors difficile à trouver hein, sur ce sujet. Était-ce d'eux que parlait Vladimir Poutine lors de sa déclaration sur la fin prochaine du bal des vampires? On ne sait pas. Mais bref, on a des lignées de gens qui se sont pris pour des dieux ou des diables, ou le diable, comme le font en ce moment les dignes successeurs de ces Rockefeller et Rothschild, dont Gates, Soros, Arnaud. Peut-on parler de personnes à l'influence néfaste, même nuisible et dangereuse à l'humanité entière? À vous de juger. Ils participent peut-être à un plan de reprogrammation des humains des pieds à la tête en passant par l'ADN, sans oublier le cœur et l'âme, les fameux pactes avec le diable. On vit en France et en Occident de plus en plus dans un monde aseptisé. C'est vrai aussi dans l'art, les musées, etc. Même s'ils présentent de la pédophilie dans les musées, tout ça est très aseptisé. Soi-disant sécurisé par les vaccins dès la naissance, les gels hydroalcooliques, la nourriture hyper contrôlée, les cosmétiques testés, les repas calibrés, les lits moelleux, les maisons isolées et câblées, la police et des caméras partout. Sauf là où la drogue circule, sans parler des trafics d'enfants, parce que ça c'est un sujet qui est très important et que je ne néglige pas, le sujet des trafics d'enfants, la pédophilie. Pourtant, jamais autant d'obésité, de cancer, de famine, de soif, de suicide, d'autisme, d'esclavage moderne, de terrorisme, et j'en passe, et des meilleurs. Alors pourquoi un tel nivellement des plus fragiles et pauvres vers le bas? Idem pour les classes moyennes, avec des riches toujours plus riches. L'esclavage n'a jamais été aussi présent dans le monde entier qu'il l'est aujourd'hui. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Bref, un monde qui, pour enrichir ceux qui impriment le dollar, ceux qui vivent à la City ou qui la contrôlent et d'autres encore plus discrets, il faudrait sans cesse créer des problèmes et que ces derniers proposent des solutions qui sembleront convenables, mais qui en fait créeront souvent des nouveaux problèmes, qui créeront des nouvelles richesses, etc., etc. Toutes les industries l'ont bien compris. Un patient en bonne santé n'intéresse pas Big Pharma. Et Big Pharma, c'est pas l'industrie de la santé, c'est l'industrie de la maladie. Il faut bien comprendre l'importance des mots. On vous trompe. Ils ne sont pas des industriels de la santé, ils sont des industriels de la maladie. Il y a par exemple la machine de guerre. J'ai entendu un chef de file, Bardella encore, des propos affolants. Il a la palme en plein génocide de Gaza. Il regrette à Eurosatori l'absence des boîtes israéliennes. Mais surtout, il veut doubler la mise.
c'est la pierre philosophale pour la France, car selon lui, pour 1 euro investi dans des armes létales, ça en rapporterait 2. Voilà, il disait ça à Eurosatori devant des patrons en rue, tout excités. Ah, il est génial ce petit, un jeune promoteur de la guerre, oh là là. Non, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous gays, mais avec lui, ils savent déjà que seule la fin justifiera les moyens. Dommage, hein, il aurait pu avoir un peu d'humain en lui, mais comme je disais tout à l'heure, il ne s'informe pas pour mieux réciter les éléments de langage et plaire aux dominants. Ainsi, il ne regarde jamais dans les yeux les orphelins de Gaza, ça ne l'intéresse pas, ou les images de mort au quotidien. Il ne peut imaginer leur douleur et surtout ne veut pas déplaire à ses nouveaux amis dont il espère tant, y compris être invité à un dîner au CRIF, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui a déjà dit 1000 fois que ça ne l'intéressait pas et qui a fait vraiment des discours très intéressants sur ce sujet. Il y a déjà des nouveaux ambassadeurs au sein du parti, dont Meyer Habib, qui est soutenu directement ou indirectement par le RN. Vous savez, il joue sur les combinazioni. Donc, comme on ne parle pas de combination à gauche quand on voit le RN qui soutient Meyer Habib? Bref, tous les dîners en ville, et ça c'est vachement significatif, ne jurent que du binôme Macron-Bardella. Macron s'en accommodera très bien. Au contraire, car en son temps, il n'en fera qu'une bouchée sans perdre une goutte de sang. Mais revenons à la folie de notre époque, où à force de vouloir tout pour tous, partout et tout le temps, la plupart n'ont plus rien sans arrêt, d'autre que de la frustration puis de la haine, ce qui se traduit électoralement par ceux qui ont appréhendé la cassure et qui vont rafler la mise, parce qu'ils ont anticipé, y compris sur le vote par correspondance, les procurations, etc. Mais ils ne veulent pas apporter la moindre solution. Au contraire, c'est leur fonds de commerce, la détresse. Mais pour en tirer du pouvoir et des avantages, mais aussi de la respectabilité sionisée et franc-maçonne, ainsi que gay, G-A-Y. Toute ressemblance avec le RN serait fortuite. Ils ne peuvent être devenus pires que les autres en tout. Pas possible, surtout avec un jeune chef de 28 ans aussi talentueux qui n'a aucune ambition personnelle, comme sa cousine Marion qui vient d'assassiner Zemmour, qui l'avait sauvé d'une faillite ou autre, d'après tout ce qu'on peut liser, et qu'elle a ruiné. Et leur pote, Eric, c'est comme Ciotti. Évidemment, contrairement à Is No Good, les trois Lascars ne lorgnent pas un partage de l'héritage Le Pen et la tête de l'ex-présidente bientôt blonde obsolète qui cohabitera uniquement avec ses chats et que d'ailleurs manifestement bien des militants, quand on observe, invitent Bardella et autres à se débarrasser définitivement de toute trace des Le Pen. Ils veulent qu'elle s'offre sa tête sur un plateau et ils disent bah, finalement de toute façon ça devrait pas la choquer. Elle a fait la même chose à son père. Bref, tous ces calculs sont naïfs, tellement naïfs. De toute façon, à chaque fois qu'on essaie de faire des calculs et des pactes avec le diable, comme je le dis et je le répète, on se le prend dans la gueule. Et ça arrive toujours de la même manière. Quand on vend la proie également, avant de l'avoir tuée, on risque pas de l'avoir. Hein. Vous pouvez reprendre La Fontaine dont je parlais tout à l'heure. Bref, ils sont en train d'être les pantins de l'antéchrist en personne qui s'amusent de ce qui arrive en ce moment à Bardella et au RN n'a pu arriver que parce que ça a été désiré et souhaité par Macron énormément. Ne croyez pas que c'est arrivé par hasard, sinon vous seriez totalement naïf. Qu'il faut se rappeler simplement que on peut subir d'immenses déconvenues avec les pactes, avec le mal. Ils vont bientôt gesticuler sur ce sujet de ce qui se passera. Macron a tout anticipé et il va activer la division et la destruction en interne de ces partis de briques et de brocs, d'opposés, de personnes qui se détestent.
La baudruche vidée de sa moelle historique qui est le RN va bientôt exploser sans faire de déçus que des rêveurs qui se rabattront sur d'autres prestidigitateurs, peut-être plus agitateurs, et on arrivera inexorablement à la guerre civile. Ce monde est brutal et cynique pour ceux qui n'ont pas compris que l'important n'est pas de participer, c'est même l'inverse. Et oui, c'est plutôt succulent à dire en période de Jeux Olympiques. Il faut trouver les moyens de se libérer de la tentation et finalement des pièges de notre monde contemporain qui asservit les humains sans jamais assouvir leurs besoins de base. Au contraire, ce monde n'est qu'une machine à provoquer des désirs artificiels, asservissants et avilissants. En ce moment, le bal des vampires devient une vraie salsa machiavélique. Partout, les dés électoraux sont jetés et les peuples pactisent avec le moindre mal ou ce qu'ils pensent être le moins du mal, alors que le moindre mal n'est autre que la marionnette du malin. Mais comment pourrait-il le comprendre quand on n'a pas été éduqué, quand on n'a pas été préparé à analyser ces choses-là, à les regarder froidement? Et sachez d'ailleurs que participer à toutes ces mascarades, c'est consentir à toutes ces mascarades, et donc signer le pacte. Ainsi, je vais dire quelques mots de l'élection législative en France après le cycle des européennes. Cette année est, comme nous le rappelait The Economist dans sa fameuse couverture, une année d'élection et de télévision. Car c'est là que ça se joue, comme le débat Biden-Trump ou avec les récitals de fans de la nouvelle version FN devenue RN, mais sans rien de commun à part un logo similaire et le nom Le Pen. Pour l'instant, le nom Le Pen. Si vous allumez CNews, vous comprendrez. Non, mais dire que CNews c'était une chaîne tolérable il y a encore quelques temps et maintenant c'est vraiment devenu... Enfin bref. Ailleurs, il y a eu la Russie pour les élections, le Mexique, l'Argentine, le Sénégal et bientôt les USA, l'Iran, l'Angleterre. Néanmoins, le cas de la France passionne le monde entier. Pourtant, ces élections ne changeront rien. Les peuples partout sont lobotomisés dès le plus jeune âge, à l'école, la télé, sur Internet, dans les jeux électroniques et au cinéma, où Blanche-Neige est noire, tout comme D'Artagnan et Lincoln le sont aussi. Bref, pas de crainte, nous ne sommes à aucune croisée des chemins, pas d'enjeu, à part d'offrir les ors de la République et ses générosités dispendieuses à de nouveaux pantins qui feront ce que leurs chefs voudront dans le cadre de ce que leurs grands chefs toléreront. Bon, on est vraiment dans le système pyramidal de la politique, de la société, de tout. Que vous votiez ou non, rien ne se passera tant que les peuples ne se lèveront pas ou que les chefs d'État, comme Poutine, Xi, Ben Salman, bientôt Trump et le troubillon Elon Musk, décideront que le précipice est trop proche et qu'ils siffleront ensemble la fin du bal des vampires. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, à part une révolution. Mais comment faire pour faire une révolution à partir de quelques individus? Voilà, en général, toutes ces révolutions de couleurs, etc., sont maîtrisées par les Soros et par les gens qui contrôlent les médias. Donc il faut quelqu'un de très puissant qui joue ce rôle. Et qui joue un rôle honnête vis-à-vis des peuples, ce qui est rare. Pour revenir à la France, de tout temps, les dirigeants ont su user et abuser des spectres de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Mitterrand a industrialisé cela, Chirac en a bien profité. Mais sur cette question, le meilleur est incontestablement l'inconnu Macron et son binôme Brigitte Jean-Michel. Ça ne va pas changer, au contraire. Le RN, pour cette fois devenir un allié présentable, et un parti présentable l'a bien compris. Ils se sont vidés de tout, ils ont fait allégeance au sionisme et même à la notion de judaïsme politique. Ils se sont ouverts aux sociétés secrètes et encore plus largement par devant et par derrière aux LGBT+. Ils ont ouvert leur cœur et leur âme à l'OTAN et à l'OMS, à l'Union européenne et à l'euro. Et même à l'idée que, comme la Grèce ou l'Argentine, il fallait serrer la ceinture des peuples pour satisfaire le monde de la finance. C'est vraiment le monde à l'envers. Écoutez, Bardella sur les retraites, il fait du Macron. Idem sur le chômage. Voilà pourquoi Macron aime Bardella. Et ça n'a rien de gai. C'est juste que si Bardella, qui a fait oublier Le Pen, l'emporte, Macron le prend, puis fera exploser le RM
le RN et virera l'important au bon moment. Et si Bardella perd, Macron fera définitivement exploser en morceaux la coquille vide du RN qui se recomposera où elle pourra, sans état d'âme, trop pleine d'incapables et d'ambitieux qui se détestent et s'envient. Bref, on me reproche de dire ce que semble être le RN de Bardella. Moi, je pense que c'est l'instrument du diable et il ne compte pas en faire uniquement de la chair à pâté, Macron, de ce RN et de Bardella. Il va l'utiliser pour provoquer, quand il le voudra, la guerre civile et surtout en finir définitivement avec le partage du pouvoir, parce que c'est bien de ça qu'il choisit. Vous pensez le RN fort? Faux, il n'y a rien de plus mou et conciliant que ce parti qui a tout renié, en apparence pour les uns et en vérité pour les autres. C'est le hiatus, la ligne de brisure. Certains croient que le RN est encore honnête et qu'il est construit sur des bases véritablement d'un parti qui veut s'engager pour les peuples, alors que ce n'est pas du tout le cas et tout le monde le découvrira. Au moins, LFI a le courage de dire haut et fort les horreurs de Gaza et mobiliser pour sauver l'honneur de la France. Dimanche, je ne voterai pas, car pas de candidat courageux sur Gaza pour moi.